La carte bleue et les euros en billets ou en monnaie sont tellement omniprésents dans notre quotidien qu'on s'en sert sans se demander d'où ça vient, tous ces outils d'échange monétaire. Eh bien, aujourd'hui, dans ce 40e épisode de l'économie pour les nuls par un nul, je vous propose de continuer l'exploration de la préhistoire des banques centrales en découvrant 6 inventions et bouleversements de l'histoire qui ont eu lieu autour de la Méditerranée il y a plus de 2000 ans et qui ont permis, 1600 ans plus tard, à certains Suédois de se dire « Tiens, et si on fabriquait des billets de banque ?» On va traverser 3000 ans d'histoire en quelques minutes. Alors, si ça va trop vite, ou si à un moment tu es perdu, tu trouveras un découpage de la vidéo en frôlant le bas de l'écran ou dans la description. C'est juste à côté des boutons qui changent de couleur quand tu cliques dessus. Tiens, et si tu t'abonnais à Papa Vigéré? Bon, en vrai, tu fais bien ce que tu veux. L'invention de l'écriture. Alors, pour commencer, il y a très tôt l'invention de l'écriture. C'est un point important parce que sans écriture, il n'y a rien d'écrit sur le premier billet de banque. Bizarrement, l'écriture s'est développée presque en même temps dans 4 civilisations sans que celles-ci soient forcément en relation les unes avec les autres. Ça a commencé en Mésopotamie, puis en Égypte, et en Chine, et en Amérique centrale. Bon alors oui, on voit bien dans cette frise que ce n'est pas tout à fait simultané. Mais tout de même, c'est étonnant de voir que sans être connectés les uns aux autres, les avancées des hommes aient été telles qu'elles aient ressenti le besoin de noter des choses. Pour être tout à fait franc, il n'a pas tout de suite été question de faits historiques, de légendes passionnantes ou de récits religieux, dont la tradition orale participait à sa force de propagation et a longtemps craint le passage par l'écrit. Que ce soit en Mésopotamie, en Égypte ou en Chine, ce genre de texte littéraire arrive presque un millénaire après l'invention de l'écriture. Mais alors, qu'est-ce qu'ils écrivaient au début de l'écriture si ce n'était pas de la littérature? Eh bien, il s'agissait tout simplement d'écriture comptable, comme c'était le cas de la tablette de Kish à Sumer, qui est considérée comme la toute première forme d'écriture et qui date de 3500 avant notre ère. Si les hommes se sont mis à gratter des tablettes d'argile ou de pierre, c'était d'abord pour noter les dettes des uns envers les autres, les preuves d'achat, de remboursement ou de titres de propriété. Première loi bancaire en Mésopotamie. Même s'il n'y avait pas encore de monnaie, les échanges économiques évoluent tellement 1000 ans après l'invention de l'écriture comptable qu'il a fallu encadrer la façon dont certains commerçants octroient des crédits et gèrent des dépôts de garantie. C'est toujours en Mésopotamie que ça arrive et c'est Hammurabi qui édicte ces lois. Hammurabi, c'est le 6e roi de Babylone, jusqu'en 1750 avant notre ère. À l'époque, les crédits et les dépôts se font à partir de bijoux, enfin de toutes sortes d'objets précieux. Ces premiers banquiers sont alors de simples loueurs de coffres, des prêteurs sur gage. Le fameux roi Hammurabi encadre cette activité en édictant et faisant respecter des lois très fermes pour éviter les arnaques. Les lois, c'était son grand truc à Hammurabi. On lui doit d'ailleurs le texte de loi le plus ancien jamais retrouvé. En introduction de cet immense document, il écrit en toute simplicité « Pour que le fort n'opprime pas le faible, pour faire justice à l'orphelin et à la veuve, j'ai écrit mes paroles précieuses sur ma stèle et je l'ai dressée devant ma statue de roi de justice. » Ok, il était un brin mégalo et belliqueux, mais c'était pour protéger les plus faibles des plus forts. Enfin, en étant lui-même un peu plus fort que les plus faibles. Ce truc me fait carrément penser au tyran qu'Étienne de la Boétie présentera dans son discours de la servitude volontaire. J'en parle un moment dans la dernière vidéo. Bon alors, mine de rien, ces lois et leur application ont sans doute posé les bases de ce qu'on appelle maintenant la justice. Et puis ça nous permet de savoir que déjà à cette époque s'opérait le genre d'activités économiques qui seront bien plus tard réalisées par ce qu'on appellera les banquiers. Première pièce de monnaie.
Depuis la préhistoire, les hommes ont réalisé qu'il était plus simple de s'échanger des choses en communiquant que d'être perpétuellement en conflit avec leurs voisins pour s'accaparer ce dont ils pouvaient avoir besoin ou envie. Ce système de troc gagne en efficacité lorsque les rois de Lydie proposent leurs pièces de monnaie en 600 avant notre ère. Comme je l'ai raconté dans les épisodes 38 et 39, les pièces de monnaie ne remplacent pas vraiment le troc. C'est juste un outil de plus pour faciliter les échanges. Et oui, tout ça c'est un peu comme un héritage culturel. L'héritage, encore un immense sujet hyper intéressant pour comprendre le fonctionnement actuel de notre société. Promis, je ferai un jour un épisode là-dessus. Mais pas tout de suite. La théorie grecque de la monnaie. 300 ans après l'invention des premières pièces de monnaie, pas très loin de là, dans le royaume de Macédoine, autrement dit en Grèce, le philosophe Aristote regarde les pièces de monnaie prendre de plus en plus de place dans la vie de tout un chacun. Et par amour de la sagesse, comme il aime à définir le mot philosophie, il se penche sur ce sujet et élabore la première théorie de la monnaie, ainsi qu'un rapport moral à son utilisation. Dans sa théorie, il pose l'activité économique comme une convention entre les hommes car, comme il le dit, l'argent n'a de valeur que par la loi et non par la nature. Et pour mieux définir les contours de cette matière conventionnelle, il distingue 3 fonctions essentielles de la monnaie. Une unité de compte, un intermédiaire dans les échanges et une réserve de valeur. Cette définition en 3 grands ensembles va servir de base à la pensée économique qui attendra presque 2 siècles avant de devenir le champ d'études qui remplit à présent au quotidien les rubriques écho de nos médias. Même si l'exposition paraît courte, l'influence d'Aristote sur le sujet est comparable aux éléments que le mathématicien Euclide développe à la même période en posant des définitions brèves et irréfutables à toute une série d'éléments géométriques, de façon à pouvoir les appréhender et s'en servir dans les calculs les plus abstraits, jusqu'à s'approcher de l'infini. Comme si ça ne suffisait pas, Aristote distingue l'économique et la crématistique. La première étant l'art de bien gérer la maison au sens large, littéralement oikos pour maison et nomos pour gestion qui donne économie, et la deuxième étant l'art de s'enrichir, partant du mot crémata qui signifie richesse et qui donne donc crématistique. Au sein de la crématistique, il reconnaît la crématistique naturelle et condamne la crématistique commerciale. En gros, il dit qu'il faut suffisamment s'enrichir pour subvenir aux besoins de l'économie, toutes les affaires de la maison ou de la cité, mais qu'on ne devrait pas accumuler de la monnaie pour la monnaie. Pour lui, l'argent ne devrait servir qu'à l'échange et pas à l'intérêt qu'on en tire. Pour lui, l'argent issu d'argent, c'est de toutes les acquisitions celle qui est la plus contraire à la nature. La moneta de Rome et ses oies sacrées. Avec plus ou moins de sens moral, les activités humaines vont bon train. L'économie prend de plus en plus de place dans la vie des hommes et des affaires de la cité. Les pièces de monnaie circulent partout, même dans l'Empire gallo-romain où l'activité de gestion monétaire va clairement commencer à se professionnaliser. À Rome, battre monnaie est un droit régalien de l'État et de ses plus hauts magistrats. C'est une période où les empereurs soignent particulièrement leurs portraits sur les monnaies de façon à assurer leur propagande. Les ateliers de frappe de ces monnaies sont installés vers 260 avant notre ère dans les dépendances du temple où l'on prit la déesse romaine Juno, qui est à la fois la sœur et l'épouse de Jupiter. C'est un temple au sommet de la colline du Capitole où des oies ont inspiré l'histoire des oies sacrées, comme l'a raconté Plutarque. Cet animal, à l'ouïe très fine, s'effraie au moindre bruit. Celle-ci, que la faim tenait plus éveillée et rendait plus susceptible d'effroi, sentirent bientôt l'approche des Gaulois. Et courant à eux avec de grands cris, elles réveillèrent tous les Romains. C'est vrai que les oies, ça fait du bruit. Ainsi, le temple de Juno fut rebaptisé le temple de Juno Moneta,
en partant de monere qui signifie avertir. Et c'est ainsi, à cause des oies sacrées du temple de Juno, que la moneta est plus tard devenue le nom du moule avec lequel on frappait la monnaie, et qu'en parlant de plus en plus des pièces qui sortaient de la moneta, la monnaie a fini par devenir un nom commun pour parler de ces pièces plus ou moins brillantes qui servent dans la vie de tous les jours. Un nom qui a donné tout un vocabulaire dérivé et encore très utilisé au quotidien dans des centaines de langues à travers le monde. Les scrupules des Argentarius à Rome. À la même époque, à Rome, de nouveaux métiers voient le jour. Comme le commerce traverse les frontières et que des pièces de toute taille sont frappées partout dans toutes sortes de métaux ou d'alliages, il faut faire face à de nouveaux problèmes. Par exemple, il faut parfois pouvoir changer une monnaie contre une autre afin de pouvoir acheter des choses à certains marchands qui se mettent à n'accepter que certaines pièces de monnaie en refusant carrément certaines autres. Ainsi naît le métier d'Argentarius, dont le nom vient de l'argent, le métal bien sûr, mais surtout il vient du fait qu'ils utilisaient tous un poids de référence en argent pour mesurer et comparer les pièces. Ce poids fixe pesait à peu près 1,2 g et s'appelait le scrupule. C'est d'ailleurs de là que vient la notion de scrupule comme exigence ou inquiétude morale. Le travail des Argentarii devait être irréprochable car il en allait de l'équilibre économique de la cité. Scrupule, monnaie, pactole, lundi. C'est fou à quel point notre langue française est remplie de mots issus de cette histoire de la création monétaire. Vous trouvez pas? Bon, en tout cas, ces Argentarii font office d'agents de change en quelque sorte, mais certains d'entre eux font beaucoup plus que ça. À l'image des prêteurs sur gage de Mésopotamie, certains Argentarius opèrent des tenues de compte, gèrent des dépôts et accordent des crédits. Ce que les Babyloniens faisaient sans monnaie, avec des bijoux, les Romains le font avec des pièces de différentes devises, ce qui simplifie grandement leur travail, puisque tous ces Argentarius ont des monnaies communes, ce qui était plus difficile à obtenir avec les bijoux. Certains de ces Argentarii accompagnaient les armées en constituant ce qu'on pourrait appeler les premiers réseaux bancaires internationaux. Et certains autres collectaient même des impôts, mais pour autant les historiens n'arrivent pas à savoir si ces réseaux d'Argentarii étaient des établissements publics ou privés. Plus ça va, plus les monnaies sont utilisées par de plus en plus de monde. Au début de la création monétaire, il n'y avait pas assez de pièces pour tout le monde et elles ne servaient à la base qu'aux personnes assez riches pour en posséder. Mais l'outil se démocratisant, de plus en plus de monde pouvait se retrouver avec des pièces dans des bourses romaines, les porte-monnaies de l'époque. Ce petit sac de cuir sera accroché très longtemps aux vêtements des hommes qui ont les moyens d'avoir des choses à y ranger, puisqu'il faudra attendre la fin du XVIe siècle pour commencer à voir apparaître des poches dans les vêtements. Malgré tout ce qu'on peut imaginer du Moyen-Âge, il s'y est passé pas mal de choses en matière d'invention et d'évolution culturelle. Déjà, ils ont inventé les poches dans les vêtements, c'est quand même pas mal. Non, en vrai, il se passe tellement de choses à cette période en termes de création monétaire que je vous propose de voir tout ça dans les 2 épisodes à venir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour être sûr de ne pas rater cette vidéo qui devrait sortir dans 1 mois si tout va bien. Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et à bientôt. Pour faire cet épisode, je me suis incrusté cette fois dans le décor de la chaîne C'est une autre histoire, où la youtubeuse Manon Bril raconte l'histoire autrement et en drôle. Je ne sais pas dire quand ça sortira, mais je vous proposerai bientôt le portrait de cette youtubeuse dans la playlist Toutou YouTube. Une playlist où vous pouvez déjà retrouver plein de portraits et d'interviews sur la création et le partage de vidéos sur internet. Pour ne pas rater ça, abonne-toi à la chaîne YouTube Papa Vite Géré en activant la cloche.